Bien, bonjour à tous. Alors, je suis juste en train de me battre pour essayer de voir les participants. Hop, et surtout pour voir le chat. Alors, donc, comme j'arrive pas. Ouais, en fait, je pense que comme j'ai un diaporama, du coup, je ne peux pas tout voir, mon diaporama et les participants, mais c'est pas grave. Alors, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Ce que je vous demanderais, c'est simplement donc de bien couper vos micros si ce n'est pas encore fait. Et également, donc les vidéos ne sont pas forcément nécessaires de suite. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un temps de questions-réponses prévu à l'issue du webinaire si vous avez des questions. Vous pouvez également les indiquer, les noter dans le chat. Et puis comme ça me permettra de regarder à l'issue, sachant que là, pour l'instant, je ne peux pas tout voir. Et soit je vois la présentation, soit je vois les questions. Donc, je vous propose qu'on démarre. Et bon, si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à activer votre micro et à poser votre question. Mais sinon, je vous propose que nous démarrions sans plus tarder. Donc, nous allons aujourd'hui parler des allergies respiratoires et comment les gérer. Donc, moi, je vais vous proposer en fait une approche naturopathique de la question. Et puis, je vais vous expliquer, si vous ne savez pas ce que c'est que la naturopathie, aussi en 2 mots, en quoi ça consiste. Et puis, avant toute chose, bien entendu, par politesse, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que j'ai déjà donné pas mal de webinaires pour Julia. Voilà, et puis bien sûr, après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse. Donc, on va quand même voir une petite partie théorique avec une présentation du système immunitaire et une présentation de l'allergie pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le corps. Et enfin, vraiment du concret avec ce que je peux faire pour les problèmes d'allergie. Allez, c'est parti. Donc, moi, c'est Anis Collet, j'ai 48 ans. Donc, je suis diplômée d'HEI de 1998 en génie chimique, génie des procédés. Donc, en fait, j'ai travaillé pendant une petite vingtaine d'années dans l'industrie et dans le conseil avant de me reconvertir dans une branche qui n'a rien à voir, ou presque, puisque donc c'est la naturopathie. Alors en fait, moi j'ai surtout une forte affinité pour tout ce qui est nutrition, donc alimentation, diététique. Et donc à ce titre, j'ai repris les études, mais vraiment de manière assez intensive depuis le mois de septembre, puisque je suis en train de passer un BTS diététique. Donc là, du coup, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas finalement tant un revirement que ça, puisque je reprends des cours de chimie et de biochimie notamment. Voilà, donc ça me fait des petits rappels quelques dizaines d'années après. Donc actuellement, depuis 2017 et toujours à l'heure actuelle, en parallèle de mes études, je suis installée en tant que naturopathe pour donner des conseils en naturopathie et en nutrition. Et donc en fait, depuis le début de l'année, là, donc ça fait un gros mois, je fais plus que de la visio pour gagner du temps, pour bien optimiser mon temps disponible dans la journée. Donc, simplement pour vous expliquer mes domaines d'application, donc moi, comme du coup, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est nutrition, mais bien entendu, j'utilise aussi la phytothérapie et l'aromathérapie, hein, qui sont deux particularités de la naturopathie. Donc moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est perte et prise d'ailleurs aussi de poids. Je vois aussi des gens qui souhaitent prendre du poids. Toutes les problématiques autour du stress et du sommeil. Donc je reçois beaucoup de sportifs et vous allez comprendre pourquoi après. Aussi des problèmes de digestion, hein. C'est souvent très lié avec le stress. Alors, les allergies, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il n'y a pas que les allergies respiratoires. Il y a aussi, par exemple, les allergies, intolérance ou hypersensibilité alimentaire. Et après, il y a plein d'autres thématiques. On pourrait y passer des heures. Donc, je vais passer au sujet suivant. Donc, je fais de la consultation, mais je fais également, donc, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, des conférences ou webinaires. J'écris également des articles de presse, j'interviens dans des podcasts et des émissions de radio, donc sur France Bleu Alsace, puisque moi je suis basée en Alsace, mais vous pouvez l'écouter de toute la France et notamment depuis Lille.
Je suis également en train de rédiger un livre, hein. Je fais un peu beaucoup de choses, je me rends compte en donnant toutes ces infos. J'en dirai plus un petit peu plus tard, mais en tout cas, le projet est en cours. Et puis, donc, je fais également des interventions en entreprise sur les sujets qu'on a vus juste avant. Et à mes heures perdues, je participe à des séjours que mon mari Benoît, qui est également ingénieur HEI, organise enfin, il est accompagnateur en montagne en plus de son activité d'ingénieur. Et donc, il organise des séjours rando ou trail. Et donc, du coup, bah, il y a un petit volet naturopathie également, puisque donc, la naturopathie peut apporter beaucoup aux sportifs. Donc, nous sommes tous les deux sportifs. On pratique le trail, c'est-à-dire en fait la course, marche-course en montagne. Donc, c'est des sports d'endurance vraiment longs. Vous voyez les distances qu'on fait. En fait, moi, je m'étais formée initialement à la naturopathie vraiment pour moi, pas du tout pour en faire une activité professionnelle. Et c'est vraiment quand j'ai vu les bienfaits que ça m'avait apporté au niveau de ma pratique sportive que bah, je me suis dit, tiens, mais il y a vraiment quelque chose à faire au niveau professionnel. Et donc, bien sûr, je reçois des sportifs, mais je reçois de loin pas que des sportifs, et puis pas que des sportifs qui font des distances comme ça. C'est aussi des gens qui, pour beaucoup, veulent se remettre au sport sans se blesser. Voilà, donc c'était une petite longue introduction. Je m'en excuse si c'était trop long. Et puis, on va rapidement passer à l'approche naturopathique. J'aimerais quand même vous dire en deux mots, c'est important pour la suite que vous compreniez bien en quoi consiste la naturopathie. Donc la naturopathie, déjà c'est pas une pratique de médecine, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un ensemble de techniques complémentaires à toute la médecine qu'on peut trouver aujourd'hui. Elle vient pas du tout se substituer à la médecine, donc elle prend en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on va pas s'attacher uniquement à un symptôme, on va essayer de comprendre d'où vient ce symptôme. On va s'attacher à chercher des causes. Donc du coup, forcément, le deuxième point, on le comprend assez bien, c'est une visée préventive. On aime bien dire qu'un naturopathe, c'est un éducateur de santé. On utilise aussi beaucoup ce terme dans la médecine traditionnelle chinoise et finalement, ben, elle peut s'apparenter, la naturopathie, à une médecine traditionnelle. Ça peut être aussi l'Ayurveda, si vous connaissez. Toutes ces techniques se basent toujours sur ces principes-là. Je prends la personne dans sa globalité et j'essaye de prévenir pour éviter que les problèmes apparaissent, en fait. Alors pour ça, on va se baser sur ce qu'on appelle un terrain. Le terrain, si je devais résumer ça en un seul mot, ce sont les prédispositions naturelles. Alors, juste ces deux mots, prédisposition. Donc ce terrain, il va être constitué de trois grands piliers. Il y en a un sur lequel vous n'avez aucune prise, c'est votre génétique. Donc c'est ce qu'on appelle la constitution. D'ailleurs, on utilise aussi ce terme en homéopathie. Donc en fait, cet héritage génétique, c'est ce que vous ont légué vos parents, que vous portez dans vos gènes et sur lesquels on n'a que très peu de prise finalement. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier de votre terrain, ça va être votre tempérament, c'est-à-dire comment vous êtes, dans quel état de vitalité vous êtes au moment M. Alors, donc là, pour le coup, vous avez de quoi intervenir. Et puis, donc le troisième pilier, ça va être le niveau d'encrassement, la toxémie. Bah, vous savez qu'on le veuille ou non, on est soumis à beaucoup de toxines. Alors, ce sont des toxines qui peuvent être endogènes, que vous fabriquez vous-même dans votre corps. Mais ben, souvent, c'est des toxines exogènes sur lesquelles on n'a quand même pas trop de prise. euh, Parce que, ben, en fait, on est soumis à plein de polluants, qu'on le veuille ou pas. Donc, pour qualifier ce terrain, le naturopathe va se baser sur ces trois piliers. Ensuite, pour aborder et donner des conseils, donc pour aborder les problématiques et donner des conseils, on va se baser sur trois piliers principaux en naturopathie. Le premier, c'est l'alimentation saine et vivante. Bon, sans rentrer dans les détails, on comprend assez bien ce que ça veut dire, hein. On va éviter une alimentation ultra transformée. Bon, bah, enfin, ça semble logique, évidemment, de s'attacher à ce qu'on va mettre dans notre corps comme carburant pour faire des techniques de prévention. Deuxième pilier qui est très important, c'est celui de la gestion des émotions, la gestion du stress. Même si on s'alimente très bien, si on est très stressé, qu'on dort mal, forcément, il va y avoir un déséquilibre dans le corps. Et le troisième pilier, qui n'est pas moins important, c'est celui du mouvement, de l'activité physique et des respirations. Notre corps est fait pour bouger, donc il ne faut pas être sédentaire. On a déjà tendance à être plutôt assis toute la journée, donc il faut absolument qu'on trouve des moments pour mettre notre corps en mouvement dans la journée.
Donc vraiment, ça va être sur ces 3 piliers qu'on va, quelle que soit, la problématique, qu'on va s'appuyer. Donc la naturopathie, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une pratique de médecine, c'est bien important de le rappeler. Donc un naturopathe ne pose pas de diagnostic, hein, ça c'est vraiment du ressort du médecin. Un naturopathe ne prescrit pas, a fortiori pas de médicaments, de toute façon il ne peut pas. Et donc, comme je vous l'ai dit également en introduction, les conseils en naturopathie ne remplacent pas les traitements allopathiques. Un naturopathe ne va pas vous dire: ah, il faut arrêter ce médicament, ou s'il y a un naturopathe qui vous a dit ça, bah, il ne faut pas retourner le voir. Vraiment, ce sont des techniques qui sont complémentaires à la médecine, ou si on veut arrêter un traitement, il va falloir le faire en accord avec le médecin, mais certainement pas à sa place. Hop, ça ne veut pas avancer. Ça y est. Donc, pour finir sur ce petit chapitre introductif, la consultation, en tout cas telle que moi je la pratique, en fait, il y a déjà un petit travail en amont, c'est-à-dire que je vais vous donner des petits devoirs à faire en amont avec un suivi alimentaire et puis des questionnaires qui vont me permettre d'estimer votre terrain déjà en amont. Ça permettra d'aller plus vite vers ce qui vous concerne. La première consultation, elle dure quand même 1 heure et demie, hein, donc c'est quand même relativement long, mais c'est normal, en fait, ça permet vraiment de faire ce qu'on appelle l'anamnèse avec un inventaire complet de tout ce qui vous est arrivé, de la manière de laquelle vous fonctionnez, et donc vraiment en matière d'alimentation et d'hygiène de vie globale. Et puis donc, à l'issue, on va voir, enfin pas à l'issue, mais pendant la consultation, on voit des conseils alimentaires, des conseils d'hygiène de vie, éventuellement des compléments, mais ce n'est pas indispensable, hein. Donc ça peut être des plantes, ça peut être des huiles essentielles, mais ça peut être aussi de la micronutrition, des vitamines, des minéraux, ce genre de choses. Et donc le maître mot, hein, c'est vraiment de rester réaliste, hein, parce que des fois, on peut vraiment avoir une liste longue comme ça de choses à modifier. Donc évidemment, il va falloir hiérarchiser et puis on va avancer pas à pas. Tous les progrès, toutes les avancées, c'est toujours quelque chose en plus qu'on va rajouter. Et donc, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est de la prévention avant tout. Donc, c'est pour ça que chaque pas que l'on fait vers l'avant sera une mesure de prévention en plus. Et alors, vous allez voir que ça va vraiment s'appliquer dans la gestion des allergies. Alors justement, donc maintenant on va faire une petite partie théorique sur, l'immunité et l'allergie qui sont étroitement liées. Alors, je ne vais pas non plus, hein, m'étendre de trop, vous verrez qu'il y a pas mal de matière, donc vous pourrez re-regarder ce webinaire en replay si jamais, vous n'avez pas tout ingéré comme information. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que donc il est actuellement en cours d'enregistrement et que vous pourrez le visionner sur, la page YouTube de Julien. Alors l'immunité, en fait, si on regarde l'étymologie, du mot, en gros, ça voulait dire, initialement, qui n'est pas soumis à une charge ou un impôt. Donc, en fait, quand on prend ça vraiment sur le plan étymologique, c'est un privilège qui est alloué à certaines personnes. Donc ça peut être de l'immunité diplomatique, par exemple. Donc je trouve que c'est toujours assez rigolo de rappeler, l'étymologie de ce terme. Alors, la définition vraiment au sens actuel du terme, c'est un ensemble de mécanismes biologiques qui permet de reconnaître et de tolérer le soi, et puis de reconnaître et de rejeter le non-soi. Donc, le soi, c'est ce qui nous appartient en propre, et le non-soi, c'est ce qui est étranger à chaque personne. Donc, ce sont des agents qu'on ne souhaite pas, hein, des agents infectieux, des virus, des bactéries, etc. Mais ça peut être aussi des potentielles cellules altérées, donc qui peuvent mener à des cancers. Alors, je crois que je détaille ça un petit peu après, donc pour l'instant, je ne détaille pas sur cette page-là. Alors, un autre terme qui est important à bien connaître quand on parle d'immunité, c'est la lymphe et la circulation lymphatique, le système lymphatique. La lymphe, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est en fait, en définition naturopathique, hein, puisque Marchesso, c'est l'un des fondateurs de la naturopathie, c'est à la fois le fleuve nourricier et le tout à l'égout, hein, donc ça peut paraître un petit peu contradictoire. La lymphe, elle va servir à pas mal de choses. Transporter tout ce qui est éléments nutritionnels issus de l'alimentation, mais aussi transporter les déchets issus de l'activité des cellules. En fait, si on regarde la composition de la lymphe, c'est à peu près la même composition que le sang, mais déjà, il n'y a pas de globules rouges, hein. La lymphe, c'est un liquide qui est plutôt jaunâtre, qui va contenir de l'eau, des protéines, des graisses, des globules blancs, qui sera plus pauvre en nutriments que le sang, mais qui sera aussi plus riche en déchets. La circulation lymphatique, elle n'a pas de moteur, comme pourrait l'avoir la circulation sanguine avec le cœur.
Donc, il va falloir activer cette circulation lymphatique. Il n'y a pas 50 000 moyens de le faire. C'est soit le mouvement, hein, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est super important de garder un mouvement. Hein, on n'est pas obligé d'aller courir des kilomètres et des kilomètres, mais il faut être en mouvement. Et la deuxième chose, c'est qui peut activer la circulation lymphatique, ce sont des massages. Je pense que vous avez déjà entendu parler des massages lymphatiques. C'est ce principe de remettre en circulation toute cette lymphe. Donc vous voyez, hein, c'est un circuit qui est assez complexe, la circulation lymphatique, qui est parallèle à la circulation veineuse, donc le réseau des vaisseaux. Donc bon, alors on ne voit pas forcément très très bien sur ce schéma, mais c'est vraiment deux circuits complètement parallèles. Alors, il avance pas? Oui, il avance. Alors ensuite, donc maintenant qu'on a fait cette définition, on va juste passer en revue les organes de l'immunité, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Alors, on a ce qu'on appelle des organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. Donc, les primaires, en gros, c'est le thymus, hein, qui est ici, qui est logé en fait dans la cavité ici et qui finalement est au niveau des poumons. Et la moelle osseuse, hein. Donc, dans tous les os, on a la moelle osseuse et donc on va trouver des cellules immunitaires, hein, dans cette moelle osseuse. Les organes lymphoïdes secondaires, ben, il y a en fait tous les ganglions. Vous voyez, il y en a un petit peu partout, les ganglions. Ceux qu'on connaît assez bien, c'est ceux qui sont ici et qui sont régulièrement gonflés, mais vous savez qu'on en a par exemple dans les aisselles, on en a dans le creux poplité derrière les genoux. Ça, c'est juste quelques exemples. Ensuite, on a également la rate, qui est un organe lymphoïde secondaire, et on a les plaques de Peyer qui sont dans les intestins. Donc, ça fait pas mal d'organes qui œuvrent à une bonne immunité. Donc, ils vont avoir chacun un rôle particulier. Donc, globalement, les organes lymphoïdes primaires, ils fabriquent les lymphocytes, les globules blancs. Et les organes lymphoïdes secondaires, c'est là qu'il va y avoir toutes les réactions immunitaires. C'est également là qu'on va filtrer la lymphe. Voilà, donc là, je vous ai simplement mis les différents types de lymphocytes, hein. Donc, les lymphocytes T, c'est fabriqué dans le thymus, lymphocyte B dans la moelle osseuse. Bon, ça, on n'est pas obligé de savoir ça. Autre élément de vocabulaire qu'il est important de comprendre et de connaître, c'est la notion d'antigène et d'anticorps. Alors, pour rappel, parce que c'est quand même des choses qu'on entend dans le langage courant quand on parle d'immunité, un antigène, c'est une molécule étrangère au corps qui va provoquer une réaction immunitaire, tout simplement. Un anticorps, c'est une protéine qui va être utilisée par le système immunitaire pour détecter, pour neutraliser des antigènes de manière spécifique. Donc, comme l'illustre le schéma ici, quand on a un anticorps qui pénètre dans l'organisme, il y a un système d'alarme qui se met en marche, il y a une activation des cellules immunitaires et avec une attaque sur l'antigène. Voilà. Donc, c'est finalement quelque chose qui est complètement autonome. On ne maîtrise pas ce mécanisme et notre corps, quand il fonctionne bien, va arriver à gérer les antigènes. Et je crois que j'ai dit anticorps, mais c'était antigène que je voulais dire, quand un antigène pénètre dans le corps. Autre notion importante à comprendre quand on parle d'allergie, d'immunité, c'est les notions d'immunité innée et acquise. Alors là aussi, hein, pour rappel, donc le système immunitaire va se baser sur ces deux systèmes qui sont très complémentaires. On a donc l'immunité innée qui, comme son nom l'indique, est une immunité que l'on a en soi au moment de la naissance, et ça, c'est un capital que l'on va conserver. L'immunité adaptative, c'est celle qui va se constituer au fur et à mesure des intrusions, des infections, des sollicitations de notre système immunitaire. Et en fait, ben, on a un bel ordinateur central qui permet de mémoriser toutes ces attaques et de construire une réponse adaptative vraiment spécifique à ces intrusions. Alors que donc l'immunité ID, elle va être pas vraiment spécifique. Par contre, bah, c'est une première ligne de défense qui peut déjà régler pas mal de soucis. Hop, voilà. Alors l'immunité innée, comme je viens de le dire, c'est une première ligne de défense. Elle va être très vite mobilisable. Donc vous voyez sur ce schéma, en fait, c'est un schéma qui montre qui va être sollicité à quel moment à partir de l'intrusion. Donc, dans les premières œuvres qui suivent l'intrusion, on va avoir l'immunité innée qui va d'abord être mobilisée. Donc, celle-ci va pouvoir réagir de suite
Par contre, elle n'est pas spécifique. Donc, si ça tombe, elle va régler un certain nombre de problèmes. Par contre, elle ne va pas tout solutionner. Et c'est là que va rentrer en jeu l'immunité adaptative, qui est du coup la deuxième ligne de défense, qui va être plus lente à se mettre en place, mais qui va être beaucoup plus efficace parce qu'elle va être spécifique. Et en plus, il va y avoir une mémorisation. Donc, ça va permettre, au fil des infections, de mieux s'adapter à d'éventuelles futures intrusions. Voilà, donc c'est deux systèmes qui sont vraiment complémentaires et coopératifs. On a vraiment besoin des deux pour avoir une bonne réponse immunitaire. Alors, la faiblesse immunitaire, en fait, on va d'abord et avant tout aller rechercher des causes de fatigue persistante. Donc, en fait, la fatigue, souvent, elle est liée à un stress chronique et à un manque de sommeil. On va dire quand il n'y a pas des causes extérieures à un travail vraiment physique ou justement une activité physique très importante. Donc, le stress chronique, le manque de sommeil, ce sont des facteurs qui vont vraiment affaiblir l'immunité sur lesquels il va falloir qu'on agisse et on va bien entendu en parler. Une faiblesse immunitaire, ça peut être aussi une sensibilité accrue aux infections. Donc, on va avoir tout ce qui passe, hein, on va le prendre, ce sera pour soi. Mais ça peut carrément se transformer en éruption d'herpès ou en verrue. Je pense que vous l'avez déjà tous vécu. Et puis, troisième chose, une faiblesse immunitaire, ça peut être également des difficultés de cicatrisation ou des difficultés de guérison qui, là aussi, en fait, mettent en défaut le système immunitaire. Au niveau des troubles du système immunitaire, comment ça va se manifester? Donc, des inflammations aiguës ou chroniques, des maladies auto-immunes. Alors là, il y en a des tonnes, hein. Il y en a certaines qui sont connues et d'autres qui sont moins connues, hein. La plus connue, c'est la sclérose en plaques. On a aussi le diabète de type 1, par exemple, hein. Mais après, donc, il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins communes et qui témoignent d'une faiblesse du système immunitaire ou en tout cas d'un mauvais fonctionnement. Bien entendu, on a le VIH, des tumeurs qui peuvent aussi avoir comme origine les troubles du système immunitaire, des allergies, là également, hein, on comprend assez bien pourquoi. Alors avant de vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut agir, hein, prenez connaissance de tous ces facteurs qui peuvent affaiblir notre système immunitaire. Donc le stress, on en a déjà parlé. Bien entendu, tous les facteurs exogènes, donc virus, bactéries, parasites également, vont être des facteurs qui affaiblissent le système immunitaire. Des anomalies génétiques, là, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Mais ensuite, donc, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, j'ai envie de dire plus ou moins, c'est-à-dire en s'exposant plus ou moins. Alors, il y a la pollution extérieure et la pollution de l'alimentation, les toxines auxquelles on peut être soumis. En faisant les bons choix au niveau de notre alimentation, on va pouvoir essayer de limiter en fait, ces facteurs qui affaiblissent le système immunitaire. Et puis une dernière chose, c'est au niveau de l'alimentation. Si on a une alimentation qui est dépourvue de micronutriments et qui est déséquilibrée, là aussi, on va affaiblir notre système immunitaire. Donc, on va voir que vraiment l'alimentation est un pilier très important dans le traitement ou en tout cas dans la prévention des allergies. Alors l'allergie, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un dysfonctionnement du système immunitaire, on l'a vu. C'est en fait une réponse qui est beaucoup trop importante, qui n'est pas adaptée, et donc du coup, en fait, qui va surenchérir la réponse immunitaire. Donc normalement, on va répondre correctement à un allergène, mais en fait, quand on est en phase d'allergie, là, on répond beaucoup trop fortement. Et c'est pour ça que souvent, c'est vraiment très embêtant et très handicapant. Donc l'approche allopathique va être plutôt symptomatique. J'ai les yeux qui brûlent, j'ai les yeux qui coulent, j'ai le nez qui est complètement engorgé, j'arrive plus à respirer, je tousse tout le temps. Je vais essayer de réduire en fait ces réponses. Donc je travaille sur le symptôme. Alors évidemment, hein, il y a des fois où c'est juste indispensable. Donc du coup, il faut prendre le traitement allopathique, on n'a pas le choix. Mais on peut aussi avoir une approche naturopathique en cherchant la cause, voire la cause de la cause, hein, essayer de comprendre pourquoi cette allergie est là, en travaillant sur les sources psychologiques, dont je vous ai expliqué, hein, la gestion du stress, la gestion du sommeil, donc qui peut avoir plein de causes, et puis les sources physiques avec l'alimentation notamment, mais aussi les surcharges digestives qui vont faire que votre corps va avoir beaucoup de toxines endogènes et donc globalement votre système immunitaire va moins bien fonctionner. Et puis là aussi, on peut avoir des problèmes de terrain et de génétique.
Alors, on ne va pas forcément pouvoir les résoudre, mais déjà de les comprendre, ça va permettre de mettre en place les mesures correctives qui vont faire que la réponse immunitaire sera la moins puissante ou la moins violente possible. Alors, on va voir ça justement. Donc en fait, cette partie, je suis allergique, que faire? On va la voir en 2 parties. La première, ce sera le préventif et ensuite, bah, le curatif, hein. Quand, vraiment, bah, le préventif a été fait trop tard ou n'a pas fonctionné, eh bien malgré tout, on a heureusement des solutions au niveau du curatif. Alors, première chose, pour moduler son immunité, donc quand je dis immunomodulation, ça va être justement d'essayer qu'elle soit ni trop forte, ni trop faible. Il faut qu'elle soit à son bon niveau. Et alors, ce qui est super, c'est que on a des solutions immunomodulantes en naturopathie, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, si on parle déjà d'alimentation, alimentation saine et immunomodulante. Alors saine, bon, vous comprenez assez bien, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner les grandes lignes auxquelles il faut vraiment faire attention. Première chose, c'est une attention particulière aux micronutriments. Donc les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux, il y en a d'autres. Et donc là, je vous ai cité ceux qui sont particulièrement importants pour moduler l'immunité. Alors comment faire pour savoir, où est-ce qu'on en est au niveau de ces micronutriments? Il y a des signes de carence. Alors il y a des signes qui sont assez simples à voir, par exemple au niveau du zinc, quand on a alors je vais donner 2 exemples, des troubles des fanères. Donc les fanères, c'est la peau, les ongles et les cheveux. Quand on a des troubles à ce niveau-là et qu'on a des troubles de la cicatrisation, par exemple, on peut suspecter une carence en zinc, mais pas que, c'est ça la difficulté. Mais disons que ça peut permettre de mettre sur cette piste-là. Et alors, en fait, donc, la plupart de ces nutriments, on peut les évaluer dans un bilan sanguin. Alors, des fois, ce n'est pas des bilans très classiques. Donc, il faut aller vers certains labos qui sont spécialisés dans ces bilans-là. Mais ça permet de savoir où on en est, hein, quand on cherche vraiment à travailler sur son immunité. Au niveau des macronutriments, donc les macros, là on a vu les micros, les macros, je vous rappelle, ce sont les glucides, les protéines et les lipides. Donc ces 3 grandes familles de macronutriments ont tous toute leur importance, mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est particulièrement les protéines. Pardon, je suis allée trop vite, parce que les protéines vont permettre de fabriquer notre réponse immunitaire. Donc, il faut retenir qu'en fait, les protéines, c'est souvent le ciment, hein. Les protéines servent à consolider, fabriquer, donc rentrent souvent dans des constitutions d'éléments qui sont nécessaires dans le bon fonctionnement du corps. Donc ici, si on est en carence de protéines, il faudra, à partir du bilan, on peut se dire, OK, là, attention, on manque de protéines, il va falloir en rajouter. En sachant que les protéines, c'est pas que la viande, hein, on peut aussi ajouter des protéines végétales comme des lentilles, par exemple, ou des pois chiches, toute la famille des légumineuses. Également, donc les mauvaises graisses, peuvent ralentir, l'organisme et affaiblir le système immunitaire. Alors les mauvaises graisses, je les détaille juste après. C'est pas du tout le dessin que vous voyez là, qui là, donc tout ce qui est oméga 3 notamment, qui sera présent dans le saumon, oméga 9 qui est présent dans l'avocat, ça ce sont des bonnes graisses, hein. Donc les mauvaises graisses, si je devais la faire courte, c'est, toutes les graisses dans les aliments, ultra transformés, mais également un abus de graisses présentes dans les charcuteries, dans la viande rouge, donc un excès, hein, bien entendu. Alors, le principe en fait de l'alimentation préventive va se baser donc sur une alimentation qui va être la moins polluée possible. Alors bio, si c'est possible, juste pas un bio de l'autre bout du monde qui n'est pas nécessaire. Après, ça peut être le petit maraîcher du coin, vous savez, qui travaille correctement, qui met le moins d'intrants possible. Bah là, on sera sur une alimentation saine pour vraiment limiter votre source d'exposition aux polluants, comme vous l'avez vu, qui peuvent empêcher votre système immunitaire de fonctionner correctement. Ensuite, on va essayer d'aller sur des produits qui sont peu ou pas transformés du tout. Donc, on limite l'alimentation ultra transformée, même si c'est végétarien. Quand vous achetez des produits transformés, je pense souvent aux galettes végétales qui ont une liste d'ingrédients comme ça, et puis vous comprenez un ingrédient sur 2. Bon, je préfère que vous mangiez une escalope de poulet, quoi. Donc voilà, le principe, c'est ça, cette alimentation saine et simple.
L'idée, c'est aussi d'avoir un équilibre alimentaire sur la semaine. Alors, j'aime bien montrer ce petit schéma parce que je trouve que c'est rigolo. Il ne s'agit pas de faire régime toute la semaine et puis le week-end, on se lâche, hein. Mais l'idée, c'est quand même de retenir qu'il faut qu'on se garde aussi des petits plaisirs. Donc, quand on a un resto de prévu, on ne va pas demander une salade verte sans vinaigrette, hein. C'est pas du tout ça. On garde le plaisir aussi de manger, mais avec une conscience de l'équilibre alimentaire sur la semaine, en sachant qu'il faut des légumes au maximum, qu'il faut des protéines le plus possible, mais pas que des protéines animales, des sources de féculents comme des céréales, donc pas les céréales de petit-déj bien sûr, mais du riz, des pâtes, du quinoa, ce genre de choses, et de bons acides gras qu'on va détailler ensuite. Troisième élément, donc, on l'a vu, un apport suffisant en protéines avec idéalement la moitié des protéines que vous apportez sous forme végétale. Parce que un excès de protéines animales sera plutôt pro-inflammatoire. Donc, du coup, pour tempérer votre système immunitaire, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Et puis, il y a plein d'autres problèmes à manger trop de protéines animales. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande qu'on apporte environ la moitié des protéines sous forme végétale. Donc les protéines végétales sont moins bien assimilées, il faut faire plus attention aux bonnes associations. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, dans l'idéal, garder un petit peu de protéines animales également. Mais vous voyez qu'on a plein de possibilités. Donc retenez que, en gros, c'est toute la famille des légumineuses, y compris le soja, hein. Le soja en fait partie. On a également tous les légumes, tous les fruits à coque, je vais y arriver, et les graines. Voilà, pour résumer. Après, il y en a encore d'autres, mais donc ça, c'est des petites choses qu'on peut rajouter régulièrement dans son alimentation qui vont permettre d'avoir une alimentation suffisamment riche en protéines. Au niveau des céréales, on va essayer de les varier. Alors, je vous ai mis limité de gluten. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat du gluten parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. Mais donc, il faut simplement savoir que le gluten moderne, hein, donc le blé moderne qui a été transformé pour des raisons de panification, de facilité de fabrication, mais en fait, ce blé moderne, chez certaines personnes, il est mal toléré, mais on ne peut pas le savoir comme ça. Et donc, qui dit mal toléré, finalement, ça va être un petit peu comme un antigène qui va être finalement mal reconnu par le corps et donc qui peut déclencher soit tout de suite, soit sur la durée, des problèmes d'hyperréaction de votre système immunitaire. Donc là, on est vraiment sur de la prévention. Il ne s'agit pas de l'enlever complètement, mais c'est aussi bien si vous ne mangez pas du pain le matin, des pâtes le midi et de la semoule le soir. Parce que là, on est sur du 100% blé et 100% gluten. Donc, il y a quand même pas mal de solutions aujourd'hui pour varier un petit peu, en sachant que le plus simple, c'est le riz, hein, naturellement sans gluten, mais la pomme de terre aussi, très simple, qui permet de varier les sources de féculents. On essaye aussi d'avoir une cuisson douce. Alors, cuisson douce, ça veut dire quoi? Même si les gratins, c'est super bon, et puis les choses bien saisies, c'est très bon aussi. On essaye quand même de pas tout le temps cuire, rôtir, saisir, parce que tout ça dénature quand même vos aliments. Donc, c'est une question là aussi de rotation et de priorité. Mais par exemple, les légumes, on essayera plutôt de les cuire à l'étouffée ou à la vapeur douce plutôt que de tout le temps les faire rôtir ou cuire en gratin. Au niveau des graisses, donc, on va essayer de les varier et de veiller à un apport suffisant en oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras, enfin c'est une des familles des acides gras polyinsaturés qui sont donc très bénéfiques pour l'organisme et dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui vont avoir une action anti-inflammatoire. Donc, ces bonnes graisses, on va les trouver dans l'huile de colza ou l'huile de noix, par exemple. Dans les fruits à coque, on les trouvera surtout dans la noix ou dans les graines de lin. Sachez que, par exemple, dans les amandes, dans les noisettes ou dans l'huile d'olive, il n'y a pas d'oméga 3 ou alors vraiment des traces. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien varier et de ne pas consommer, par exemple, que de l'huile d'olive. Essayez d'avoir toujours un petit peu d'huile de colza, un petit peu tous les jours. Je parle de l'huile de colza parce que c'est la plus facile à utiliser, mais il y en a d'autres comme l'huile de lin ou l'huile de noix. Ces huiles, d'ailleurs, ne se cuisent pas, hein, il faut vraiment les utiliser à cru, hein. Vous pouvez les mettre sur une assiette de légumes chauds, une assiette de riz, sans problème. Par contre, on va éviter de la cuire.
Alors, un peu comme pour le gluten, on va essayer de limiter les produits laitiers. Donc là, c'est vraiment tous les produits laitiers, que ce soit le lait à boire, les fromages, les yaourts, les fromages blancs. Il ne s'agit pas là non plus de l'enlever de l'alimentation. Si on le supporte, bon, il y a certaines personnes qui ne les supportent pas, donc de toute façon, c'est assez facile de les enlever. Mais c'est simplement d'essayer de ne pas en consommer de trop. Vous pouvez en consommer tous les jours si vous supportez bien. Mais soyez attentifs à ne pas systématiquement, par exemple en hiver, j'ai beaucoup de gens qui le soir mangent une soupe. Et donc, alors ils se donnent un petit peu bonne conscience, mais aussi parce qu'ils aiment ça, hein. Et en fait, ben, ça suffit pas. Et du coup, résultat derrière, c'est le plateau de fromage. Donc, bon, bah, du coup, on abuse un petit peu. Et là, c'est pas forcément une très bonne idée quand on cherche à moduler son immunité parce que c'est exactement le même principe que pour le gluten. On ne sait pas vraiment si on tolère bien ou pas. Et donc, on sait que c'est plutôt pro-inflammatoire quand on a tendance à en abuser. Alors, le sucre, bon, en fait, ça ne sert pas à grand-chose dans l'organisme, le sucre au goût sucré. Parce qu'en fait, du sucre, on en trouve ailleurs. On en trouve dans les céréales, on en trouve dans les produits laitiers, on en trouve dans les légumes, dans les fruits. Donc finalement, on en prend surtout pour le plaisir. Alors le plaisir, c'est important pour le deuxième pilier de la naturopathie, la gestion du stress et des émotions. Donc il ne faut pas se frustrer et se dire non, surtout je ne mange pas de sucre, mais on va essayer de limiter parce que là aussi, le sucre est quand même prouvé comme étant pro-inflammatoire. Donc, si ben, on est sujet aux allergies et qu'on a tendance à avoir une alimentation un petit peu sucrée, à manger des bonbons, des gâteaux et du chocolat un petit peu trop souvent, bah, là aussi, il faudra peut-être se questionner sur son alimentation, essayer de réduire tout ça. Donc voilà pour les principes au niveau de l'alimentation. Alors au niveau de la gestion du stress, c'est important parce qu'un stress chronique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, va avoir une action sur notre système immunitaire, car le stress chronique encourage la sécrétion d'une hormone qui s'appelle le cortisol, mais également d'un neurotransmetteur, l'adrénaline, qui, ces deux, combinés et en excès, vont nuire directement au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Donc clairement, il va falloir, si on est soumis à un stress chronique, trouver des techniques qui vont permettre de gérer ce stress. Bon, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. D'ailleurs, il me semble que j'avais donné un webinaire sur le sujet et je pense qu'il y en a d'autres aussi sur la page YouTube de Junia. Là aussi, hein, si ce n'est pas encore fait, on pourrait en parler pendant des heures. Donc voilà, je vous donne quelques conseils. Soyez attentif à votre sommeil, hein. Donc si vous ne dormez pas suffisamment, bah, votre système immunitaire peut vraiment fortement chuter. Et puis, donc, essayez d'avoir un sommeil qui est plus ou moins régulier, c'est-à-dire que vous vous couchez, vous vous levez à des heures à peu près régulières, donc plus ou moins 1 heure environ. Et puis, bon, sachez que, alors là, il y a un peu de controverse, n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que les heures de sommeil avant 1 heure du matin sont les plus réparatrices. Au niveau de la gestion du stress, on peut aussi mettre en place une activité physique modérée, hein. Comme je vous l'ai dit, ça va activer votre circulation lymphatique, ça va encourager vos organes lymphoïdes à bien fonctionner. Et puis l'activité physique, on le sait, ça diminue le niveau de stress, ça diminue les tensions. Donc, ben, c'est que du bonheur pour votre système immunitaire. Voilà, alors je passe. Et donc maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des plantes. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prévention par les plantes? Alors, on a déjà toute une famille de plantes qui sont immunomodulantes. Donc, je rappelle, modulation de l'immunité, ça veut dire tempérer un système immunitaire trop important et encourager un système immunitaire qui est un petit peu trop faiblard. Donc, finalement, ce sont des plantes qui sont vraiment intelligentes au sens de l'immunité. Donc, parce qu'en fait, bah, finalement, elles n'agissent ni trop ni trop peu. Donc, c'est ça qui est chouette, hein. Donc, on a bah, ces différentes plantes que vous voyez, Echinacée, astragale, propolis, gelée royale, le pollen frais, le miel, le shiitake. Donc là, après, il y a tout ce qui est mycothérapie, donc shiitake, maitake, reishi, cordyceps. Donc ça, en fait, ce sont souvent des plantes qui sont utilisées dans les médecines traditionnelles, qu'elles soient chinoises ou autres, ou les médecines traditionnelles européennes également, et qui ont vraiment des études documentées sur le sujet. On peut aussi prévenir par des plantes plus spécifiquement antivirales. Alors là, on ne sera pas forcément sur des problèmes d'allergie. Malgré tout, ce sont des plantes qui vont agir au niveau de la symptomatologie et donc qui pourront être utiles à prendre au moment où on a vraiment des problèmes. Alors, en traitement de fond, on pourrait pourquoi pas faire des traitements à base d'ail ou d'oignon.
qui sont vraiment des antiviraux tout à fait universellement reconnus. Après, donc EPS, ça veut dire extrait de plantes sèches, hein, c'est simplement une forme galénique qu'on peut utiliser donc de cyprès ou de sureau. Des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, on ne peut pas toutes les utiliser en chronique et sur le long terme. Par contre, ici, typiquement, je vous ai donné l'exemple du thym à tujanol, qui est une huile essentielle très facile à utiliser, tout à fait familiale, qu'on peut même utiliser chez les enfants, de même que le ravinsara, hein, ce sont des huiles essentielles très douces. Franchement, il faut déjà y aller pour avoir des intoxications ou pour avoir des atteintes au niveau hépatique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser dans la pharmacopée familiale. Par contre, donc faites-vous toujours conseiller hein, pour vérifier d'éventuelles contre-indications, les âges d'utilisation. Le titri est également très, très connu en huile essentielle et EPP, c'est extrait de pépins de pamplemousse. Des fois, avec juste l'extrait de pépins de pamplemousse, ça fonctionne. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Bon, après, hein, je vous donne plein de recettes. Évidemment, il ne faut pas tout appliquer. Hein, c'est vraiment au cas par cas. Alors, il y a un produit que j'aime beaucoup, qui est vraiment très spécifique sur tout ce qui est problème respiratoire. Donc, ce sera aussi les allergies aux poussières, les allergies aux acariens. On peut utiliser des compléments alimentaires à base d'œufs de caille. Alors en fait, c'est pas l'œuf de caille en tant que tel, hein, vous n'allez pas manger des œufs de caille comme ça. C'est la petite membrane qui est sous la coquille dans les œufs de caille que l'on utilise, qui contient de l'ovomucoïde. Et donc en fait, ça, c'est un anti-allergique vraiment, là aussi, reconnu et documenté, qu'on peut prendre plutôt en préventif. Bon, alors il y a certaines personnes qui continuent à le prendre pendant la période allergique à une dose allégée, mais là, on est vraiment sur du préventif. C'est-à-dire que là, bah, si pour vous, c'est les graminées, bon, là, il fait vraiment trop doux, mais donc du coup, ça risque de venir assez tôt, mais ce serait typiquement la bonne période pour prendre ça. Pour les bétulacées, qui sont plutôt au mois de février d'habitude, bah, ce sera presque déjà trop tard de prendre des œufs de caille. On peut aussi utiliser des plantes adaptogènes. Donc celles-ci, elles sont un petit peu comme les plantes immunomodulantes, hein. Vous voyez qu'elles ont ces propriétés immunomodulantes, mais elles seront très intéressantes chez des personnes qui sont un peu épuisées, épuisées physiquement, épuisées moralement. Parce que, bah, comme leur nom l'indique, ce sont des plantes qui vont aider à s'adapter à des situations particulièrement intenses au niveau physique ou émotionnel. Donc, il y a une plante qui est très connue, c'est le ginseng, hein, qui est une plante adaptogène. On va avoir l'éleutérocoque, qui est une plante qui est assez utilisée chez les sportifs. C'est aussi un type de ginseng. La rhodiole, qui est très connue dans la gestion du stress. La ashwagandha, qui est un petit peu son pendant au niveau ayurvédique. Et l'argousier, elle, qui est vraiment au niveau de la résistance des infections. Vous voyez que là aussi, on a le choix au niveau des plantes. Au niveau de la gestion du stress et du sommeil, si chez vous c'est le problème, je vous ai mis des plantes vraiment couramment utilisées dans cette gestion, mais c'est vraiment là adapté au cas par cas. En cas d'épuisement, bah, on pourra aussi soutenir les surrénales pour soutenir la sécrétion de cortisol, parce que là, pour le coup, il y a des personnes chez qui le cortisol est plutôt déficitaire. Donc, voici quelques exemples de phytothérapie qu'on pourra également utiliser. Donc, EF, je vous rappelle, c'est extrait fluide, et BMG, c'est les bourgeons macérés et glycérinés, donc chêne et glantier, par exemple. Le système digestif, s'il manifeste des signes de faiblesse et de fatigue, ben, on pourra le soutenir. Alors moi, il y a une plante que j'adore utiliser dans les problèmes d'allergie, c'est le desmodium. Parce que le desmodium, il a ce double tropisme. Il va à la fois soutenir le système hépatique, donc très important pour la détoxification, par exemple, mais aussi le desmodium a des propriétés anti-allergiques, donc ça tombe bien pour le coup. Donc on peut prendre du desmodium en continu, en préparation de la période allergique et pendant la période des allergies, à des doses relativement faibles. C'est quelque chose qu'on peut prendre vraiment en bruit de fond, comme on prendrait de l'homéopathie, sauf que bon, moi je ne suis pas homéopathe, mais voilà, qui va vraiment aider à soutenir le terrain. Et puis, je vous ai mis d'autres plantes qui permettent de soutenir votre système digestif à choisir en fonction d'une éventuelle symptomatologie. Au niveau de la micronutrition, donc on en a un petit peu parlé en introduction, donc on va pouvoir se baser sur, alors ultra connu, la vitamine C, hein, donc vous savez que la vitamine C contribue à soutenir le système immunitaire, donc c'est pas forcément nécessaire d'en prendre en complément alimentaire, hein. Si on a une alimentation qui est entre guillemets vivante, c'est-à-dire où vous n'avez pas fait brûler tous vos légumes dans le four, ben, du coup on va pouvoir le trouver assez facilement. Alors en hiver,
Le kiwi, c'est vraiment le mets de choix pour trouver de la vitamine C. Vous avez également le jus de citron fraîchement pressé, parce que la vitamine C s'oxyde, hein, donc en fait, si vous pressez votre jus de citron le matin et que vous le buvez que l'après-midi, il n'y aura plus beaucoup de vitamine C. Et idem, la vitamine C est sensible à la chaleur. Donc sachez qu'à partir de 40, 60 degrés, elle va se désintégrer. Donc il faut vraiment aller sur des aliments plutôt crus pour bénéficier de la vitamine C. Vitamine D, donc là, en fait, depuis la Covid, on recommande de consommer environ 2000 UI par jour. Ça correspond à 25 microgrammes si vous voulez regarder sur d'éventuels compléments alimentaires que vous prenez. La vitamine D est indispensable pour soutenir le système immunitaire. Le zinc, on en a déjà parlé, hein, donc c'est un immunostimulant. Il a en plus des rôles antioxydants et anti-inflammatoires. C'est un minéral qu'on oublie souvent, mais qui a vraiment un rôle super important. Le magnésium, pour le coup, on l'oublie moins, on en parle beaucoup. Lui, alors bon, il sert à énormément de choses dans le corps, mais je le vois surtout de manière très intéressante pour la gestion du stress et du sommeil. Les probiotiques peuvent être intéressants pour renforcer la flore intestinale quand on est dans des situations de dysbiose, donc déséquilibre de la flore intestinale, puisque dans nos intestins, on a une bonne partie de nos cellules immunitaires. Donc c'est sûr que si vos intestins ne sont pas en bonne santé, voilà, il y a fort à parier que le système immunitaire ne va pas fonctionner du mieux possible. Idem au niveau des intestins, donc si on soupçonne une hyperperméabilité intestinale, on va prendre de la glutamine à minima. Alors idéalement, il faut y adjoindre des cofacteurs qui vont permettre de renforcer la barrière intestinale. Là, c'est également dans les cas de problèmes d'hypersensibilité alimentaire, qui vont là aussi encourager des réponses complètement démesurées du système immunitaire. Et puis en oligothérapie, donc ça c'est assez connu aussi, on recommande souvent de prendre, vous savez, des petites ampoules, je ne vais pas citer de marque, mais qu'on trouve très facilement en pharmacie ou en parapharmacie. Et on recommande le triptyque cuivre, or, argent pour stabiliser le terrain immunitaire. Hein, vous voyez les propriétés de chacun de ces oligo-éléments pour vraiment moduler votre système immunitaire. Donc voilà, ça c'était la partie. Oh, pardon, j'ai oublié le soufre, oui, qui est un anti-infectieux très intéressant. Alors le soufre, en fait, il peut être mal toléré au niveau digestif en complément alimentaire. Il y en a notamment un qui s'appelle l'huile de Haarlem, hein, qui vient du nom, c'est un médecin néerlandais, il me semble, qui a inventé en fait ce complexe qui permet d'apporter des composés soufrés. Les composés soufrés sont très utiles pour les affections hépatiques et respiratoires. Donc, si on est chez une personne qui va avoir les deux types de symptomatologie, on peut lui donner du soufre sous forme, par exemple, de complément d'huile de Haarlem. Voilà, donc comme je vous disais juste avant, j'avais juste oublié le dernier point. On a parlé beaucoup du préventif et maintenant, je vais aborder avec vous les solutions en curatif. Alors, quand on a des problèmes allergiques, ce qu'on veut vraiment, c'est casser le cercle vicieux inflammatoire parce que donc, une allergie va créer une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire va, elle, entraîner la sécrétion de mucus de manière complètement démesurée. Hein, donc, ça peut être dans les yeux, ça peut être dans le nez, ça peut être dans la gorge. Et puis, en fait, donc, le mucus va entretenir l'inflammation et l'infection parce que le mucus va avoir tendance à plus capter les microbes. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment ce cercle vicieux qu'on va chercher à casser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà essayer de diminuer le terrain inflammatoire. Donc, je vous rappelle, au niveau préventif, au niveau de l'alimentation, on va essayer de limiter au maximum les aliments qui vont favoriser l'inflammation. Je ne reviens pas là-dessus parce que c'est des choses qu'on a vues juste avant. On va aussi aller sur des plantes qui sont plutôt anti-inflammatoires. Donc, on en a également parlé. Le curcuma est une plante qui est très connue au niveau anti-inflammatoire. Vous avez aussi le cassis. Donc là, ce ne sera pas le cassis qu'on va manger comme ça. D'ailleurs, le curcuma non plus, parce que ce n'est pas assez concentré. Il faut le prendre sous forme de phytothérapie, mais c'est des choses qui peuvent vraiment très bien marcher pour canaliser des inflammations exacerbées. Alors pourquoi pas, si on se sent, on peut essayer de faire des détox. Souvent, ça marche bien, mais il faut arriver à le faire. Et notamment, moi, je trouve que c'est très intéressant, par exemple, de faire un jeûne. Mais bon, voilà, comme dit, il faut avoir les capacités et la possibilité de le faire. Donc toujours, on l'a vu, gestion du stress et du sommeil, être attentif à ça. Les œufs de caille au cas où, si vraiment on est trop tard. Les probiotiques, si on sent qu'on est soumis à une dysbiose. Et puis, donc, apporter des oméga 3 vraiment de manière accrue.
avec des huiles, des graines comme on l'a vu. Donc particulièrement l'huile de krill, l'huile de nigel qui peuvent être intéressants, mais là cette fois-ci peut-être sous forme de capsule pour éviter d'avoir à ajouter trop d'huile dans son alimentation. Donc ces oméga 3 qui vont apporter particulièrement des EPA, puisqu'il y a deux types d'oméga 3, EPA et DHA. Et les EPA sont ceux qui ont vraiment ces propriétés anti-inflammatoires. Donc, je vous donne un petit exemple de prise en charge. Je vous rappelle bien que ce sont des conseils qui sont complémentaires à un suivi médical, évidemment, hein. Alors, en hygiène de vie, donc on a dit au top pour que le système immunitaire soit au top aussi. Je ne reviens pas dessus puisqu'on en a parlé. Alors, une petite piste dont on n'a pas parlé, et du coup, je me suis dit, je le mets dans l'exemple, c'est d'apporter de la quercétine. Donc, la quercétine, c'est aussi un élément qui est très intéressant car elle contient des flavonoïdes qui sont anti-allergiques. Elle est naturellement présente dans les pommes, dans les oignons, particulièrement les oignons rouges, dans les fruits rouges et dans le sarrasin. Mais donc, même si vous apportez tous ces aliments de manière très régulière, il faudra malgré tout aller sur des compléments alimentaires pour en avoir suffisamment. Idéalement avec de la vitamine C que vous pouvez là pour le coup arriver à apporter par l'alimentation parce qu'elles se régénèrent l'une et l'autre. Donc, tant qu'à faire, c'est plutôt ça de prix. Le MSM, c'est un composé qui est aussi anti-inflammatoire très important au niveau respiratoire et au niveau articulaire. Donc, typiquement, le MSM va aussi beaucoup être utilisé dans l'arthrose, dans l'accompagnement de l'arthrose, qu'on peut associer à la quercétine. Des fois, on trouve des complexes où il y a un peu tout, hein. Il y a des plantes, il y a des micronutriments, il y a du MSM, il y a de la quercétine. Donc, c'est des choses qui sont assez complètes et qui vous permettent de ne pas trop vous poser de questions. L'ortifeuille, donc elle, qu'on peut se fabriquer soi-même, hein, un condiment, vous récupérez des feuilles d'ortie, vous les lavez, vous les faites sécher, enfin vous les déshydratez, et puis après vous n'avez plus qu'à les réduire en condiment, et puis vous mettez ça un peu partout, c'est gratuit et c'est pas perdu. Ça contient alors plein de choses, il y a de la silice aussi dedans, il y a aussi de la quercétine et il y a de la vitamine C si vous n'avez pas fait sécher vos feuilles au four. Le cassis, je vous en ai déjà parlé, hein. Donc là, franchement, quand on a une crise, c'est vraiment très intéressant d'avoir du cassis chez soi parce que en fait, c'est un composé comme de la cortisone. Donc ça peut vraiment soulager et éviter d'avoir à prendre de la cortisone. Il faut essayer, à minima. Je vous ai mis également des huiles essentielles qu'on peut utiliser dans le cas des problèmes, des réactions inflammatoires. Alors, il y en a une qui est très connue, c'est l'estragon, qui a vraiment une action anti-allergique majeure et antispasmodique. La camomille matricaire, qui est aussi très utile. La troisième, la Tanésie annuelle, bon, elle est assez chère, donc du coup, elle sera un petit peu plus difficile. Elle est bleue, donc c'est assez particulier, mais c'est justement cette couleur bleue que l'on recherche. La camomille matricaire est aussi un peu bleue. C'est en lien avec un composé qui est présent dans l'huile essentielle, le chamazulène. L'huile de nigel, je vous en ai déjà parlé. Donc la nigel, en fait, son autre petit nom, c'est le cumin noir, très utilisé dans le cas des prises en charge des réactions allergiques, qu'on peut utiliser soit sous forme de condiment, comme je vous le disais, soit vous les prenez sous forme de capsules. Donc 5 millilitres par jour, ça correspond à une cuillerée à soupe, en fait, hein. L'oligothérapie, on en a parlé, hein, donc cuivre, or, argent, et puis le soufre quand on a des problèmes de sinus. Donc là, on est vraiment il y a beaucoup d'intérêt à se complémenter en soufre. Au niveau de l'homéopathie, alors comme je vous disais, là je suis pas homéopathe, mais c'est vrai que des fois j'ai des personnes qui viennent et qui me demandent des remèdes homéopathiques. Alors donc j'ai été un petit peu formée, mais voilà, de loin pas au niveau des homéopathes. Donc je connais quelques remèdes. Il y a également des complexes qui sont faits par des laboratoires. Donc vous avez de l'histamine, des laboratoires d'Olysos, et vous avez Rhinallergie de Boiron à essayer. Les personnes qui sont bien réceptives à l'homéopathie par ailleurs, ben, chez elles, ça peut fonctionner. Donc, à tenter. Et puis, donc, je voulais terminer par donc des conseils pour les irritations et les démangeaisons. C'est souvent des choses qui peuvent poser problème. Donc, on peut utiliser des huiles végétales de bonne qualité comme jojoba ou calendula. Et puis, donc en huile essentielle, on va avoir la lavande fine qui souvent soulage vraiment bien et qui en plus a des propriétés aussi anti-allergiques et qui a l'avantage d'être moins chère que la Tanésie annuelle et la camomille matricaire.
Voilà. Et pour les yeux, alors ça se tente, hein, ça vaut pas des gouttes médicamenteuses, mais on peut essayer des hydrolats. Donc les hydrolats, en fait, c'est la phase aqueuse issue de la distillation quand on veut fabriquer des huiles essentielles. Donc on a deux phases qui tombent. On a une phase huileuse, c'est l'huile essentielle, et une phase aqueuse, ça va être l'hydrolat, qu'on appelle aussi eau florale. Donc il y a des hydrolats. Alors l'hydrolat de référence pour traiter les irritations des yeux, c'est le bleuet. Et on peut aussi essayer la camomille romaine ou la camomille matricaire qui vont aussi apporter du soulagement. Donc, c'est des compresses en fait qu'on s'applique sur les yeux. Mais comme je vous disais, donc on ne les met pas dans les yeux, hein. Donc, ce n'est pas des gouttes oculaires, c'est vraiment des traitements des irritations au niveau oculaire. Là aussi, ça se tente si vous voulez essayer de ne pas avoir recours à des médicaments. Voilà, je crois que j'ai terminé. Bah oui, j'ai terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était complet, que ça vous a apporté des informations complémentaires par rapport à ce que vous pouvez déjà connaître. Et puis, je suis à votre disposition. Là, il nous reste quelques minutes si vous le souhaitez pour des questions. J'ai juste arrêté le partage d'écran. Hop, voilà, de manière à ce qu'on puisse se voir si vous avez des questions. Alors, je regarde déjà s'il y a des questions dans le chat. Non, il n'y a pas de questions. Oui, alors, il y a Sophie qui voulait poser une question. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Une question, est-ce que tous ces traitements peuvent être pris en même temps qu'un traitement de désensibilisation c'est-à-dire conventionnel? Donc là, en l'occurrence, alors, je sais pas comment ça s'appelle, Storadal ou quelque chose comme ça. Ouais, Traitement sublingual. oui. Alors, c'est compatible. Dans le doute, il vaut quand même mieux demander à votre médecin, en espérant qu'il connaisse, mais il n'y a pas d'incompatibilité. En tout cas, dans le cas de la désensibilisation, il n'y a vraiment aucune incompatibilité si vous ne prenez pas d'autres médicaments par ailleurs. Alors, l'alimentation étant importante, j'imagine que les intolérances alimentaires jouent un rôle. Alors oui, donc là c'est une question d'Estelle. Donc en fait j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc en fait, le problème dans les intolérances ou hypersensibilités alimentaires, ça va être qu'on va avoir une réaction inflammatoire de l'organisme qui peut potentiellement encourager encore une réponse complètement démesurée de votre système immunitaire. Donc c'est sûr que c'est ce que je vous disais par rapport au terrain, tout ce que vous pouvez faire pour apaiser votre terrain et faire en sorte qu'il soit le moins réactif possible. Donc du coup, pour le coup, au niveau de l'alimentation aussi. Donc, ça rejoint en fait les questions du gluten, des produits laitiers. Alors, si en plus vous avez identifié, vous, des intolérances alimentaires, c'est sûr qu'il faut vraiment essayer de les traiter. Parce que sinon, en fait, c'est comme si vous essayez d'éteindre le feu avec un seau d'eau d'un côté, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui y rajoute de l'autre côté. Donc voilà, ce sera moins efficace si vous ne traitez pas le problème dans sa globalité. De même, donc pour les allergies des acariens, c'est exactement le même principe, c'est vraiment apaiser votre système immunitaire. Alors, bon, donc là, il y a une question sur le psoriasis. Donc là, on est sur quelque chose de complètement autre. Je ne peux pas vraiment vous donner une réponse là sur quelle approche je préconise sur le psoriasis. Ce serait vraiment un sujet autre, même si on est sur une réaction immunitaire. On ne peut pas l'approcher comme une réaction du système immunitaire classique dans le cadre des réactions des allergies respiratoires. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Donc, il y a Sophie qui a encore une question. Oui, rapidement, j'ai vu qu'il existait du coup des complexes avec de la quercétine, MSM et œuf de caille. Oui, Est-ce que ça, du coup, on peut prendre aussi en amont, en fait, en préventif et pendant la phase on va dire la phase de pollen, par exemple, on pourrait le prendre dès le mois de février jusque fin juin, par exemple. complètement. Ouais. Ok. Alors après, en fait, moi, souvent, ce que je recommande, c'est en phase préventive de vraiment suivre la posologie qui est indiquée par le laboratoire où vous achetez le produit. Et ensuite, de diminuer petit à petit les doses pour voir si ça suffit en phase allergique. Parce que normalement, la préparation a été faite. Et donc, pour vérifier que on arrive à en prendre de manière un petit peu moins forte, pour deux raisons. C'est pour aussi laisser le corps faire.
Et deuxièmement, aussi pour des raisons tout simplement économiques, parce que souvent ces produits sont pas donnés. Donc pour voir en fait quelle est la bonne dose, quoi. Ok, merci. Il y a Delphine également qui avait une question. Oui, donc merci Annie, c'est super. Donc moi, l'été dernier, donc j'ai eu 4 mois une trachéite qui a été soignée par homéopathie, mais c'est l'antihistaminique qui a finalement calmé la toux. Et la toux a repris et l'homéopathie a suffi par la suite. Et là, je suis un peu perdue au point de vue chemin médical. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est évident que je vais suivre vos conseils en parallèle Oui, pour améliorer le terrain et la santé. oui. Mais est-ce qu'il faut que je comprenne pourquoi j'ai eu ce souci avec soins anti-allergiques nécessaires ou donc Bah, aller c'est chez un mieux. allergologue ou... Ouais, c'est mieux. En fait, il vaut mieux avoir un diagnostic quand même d'un médecin pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi finalement il a fallu vraiment faire un traitement anti-allergique pour comprendre en fait. Et une fois que le diagnostic sera posé, ça permettra d'agir sur cette cause plutôt que juste sur la conséquence. Et est-ce qu'il faut trouver un allergologue qui est ouvert aux soins des médecines douces, comme la Bah, c'est naturopathie, parce que c'est complexe en fait quand même. Ah oui, je suis d'accord. Alors, ça existe quand même, mais c'est pas forcément indispensable parce que si après, bah, vous trouvez un naturopathe ou un thérapeute qui, avec le diagnostic posé par l'allergologue, permettra bah, d'essayer de vous accompagner, bah, du coup, en fait, c'est pas grave. Mais c'est pour ça qu'en fait, on demande toujours d'avoir un diagnostic d'un médecin pour savoir ce qui se passe parce que bah, le naturopathe, comme dit, il peut pas poser de diagnostic à moins que ce soit un médecin naturopathe. Merci Anise, merci beaucoup. Avec À plaisir. bientôt. Oui.